Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Au sommaire de l'actualité de ce lundi, retour sur le décès du petit Hoané et l'émotion de toute la population de Uapau, le deuxième drame pendant une Evasan en l'espace de 3 ans. Cette Evasan aurait-il pu se dérouler autrement? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec Florence Okeli. Découvrez ensuite le témoignage de Delphine Teinaouri où quand Octobre Rose brise le tabou du cancer du sein. Aujourd'hui en rémission, Delphine incite toutes les femmes à se faire dépister. Avec nous pour parler du combat contre la maladie, Anne Haïti Perrault, présidente de l'association Les Amazones. Merci d'être avec nous ce soir. Enfin, rencontre avec Hiana Ologlin, la jeune femme de AA reprend peu à peu les rênes de l'école de danse traditionnelle de sa mère à découvrir dans Au cœur du Fénois. Mais d'abord, on vous l'annonçait hier soir, Hoané n'a pas pu être évacué sur Papeete. Le nourrisson de 3 mois est décédé sur Nukuhiva au lendemain du drame à Uapau, d'où est originaire le bébé. Eh bien, l'émotion est très forte. 600 personnes ont participé à la marche blanche organisée cet après-midi à l'occasion de l'arrivée de sa dépouille au quai de Hakahau à 16h. Le cortège composé de la famille, des amis et de la population a accompagné Hoané jusqu'au domicile de son grand-père, Bruno Édouard, en guise de soutien à la famille. L'enterrement est prévu demain à 15h. Et c'est le deuxième drame en l'espace de 3 ans à Uapau. Nous, les Marquisiens, sommes totalement délaissés par les pouvoirs publics. Il faut que cela cesse, dénonce Julie Bruno, qui a également perdu son enfant de 9 mois dans les mêmes circonstances. Sur place, eh bien, la population est partagée entre colère et incompréhension. Thierry Stamfleur est notre correspondant sur place, Lionel Tehamouana. Nos sentiments sont mélangés entre tristesse, émotion et colère. La santé n'a pas de prix. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. On est en 2019. Encore à ce jour, on nous transporte en speedboat, en bonitier, 2 heures de bateau. Ce matin, autour du centre médical, c'était bien la colère qui dominait. Un nouveau drame qui s'inscrit après tant de tragédies, comme celle de Julie, qui a perdu il y a 3 ans son bébé de 9 mois, dans les mêmes conditions. L'évasan de mon fils était faite par bateau de nuit. Et à notre arrivée à Nukuhiva, mon bébé décède. 3 ans plus tard, nous en sommes encore à un autre drame. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Levons-nous. On est quand même, comme on dit, on est des îles éloignées. Et, mais il faut réagir, il faut réagir. J'ai pas les mots, je suis en colère avec tout ça. Les habitants sont là d'expliquer que compte tenu des délais pour passer d'une vallée à l'autre, d'une île à l'autre, les temps d'acheminement se comptent en heures, parfois jusqu'à 12 ou 15 heures pour atteindre Tahiti. D'où l'incompréhension devant l'absence d'un hélicoptère basé en permanence dans l'archipel, comme c'était le cas au début des années 2000. Je voudrais que ces gens amènent aussi leurs enfants là-bas, ici, et transporter et emmener en bateau jusqu'à Nukuhiva. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis sûr qu'ils vont amener un couffin tout de suite. C'est hyper grave, c'est hyper grave. Voilà, le président Édouard Fritsch a demandé l'ouverture d'une enquête administrative. Et chaque année en Polynésie, 35 400 patients sont évassanés. Une trentaine concerne les urgences en provenance des Marquises. Or, pourquoi est-ce que l'équipe médicale de Uapau a opté pour un speedboat plutôt qu'un hélicoptère pour transporter le nourrisson vers Nukuhiva? Élément de réponse avec Heidi Enko, Hiro Terurutua et nos correspondants aux Marquises. C'est à 5 h du matin que le médecin de Uapau contacte le SAMU pour déclencher l'Evasan. D'un commun accord, c'est le speedboat qui est choisi, moyen sur place le plus rapide pour aller jusqu'à Nukuhiva, où l'enfant devait attendre à l'hôpital le vol charterisé d'Air Archipel. À partir du moment où il y a eu une urgence médicale, c'est-à-dire dans la nuit, profonde, si on avait fait déclencher l'hélicoptère immédiatement, mais ça c'est le SAMU qui répondra, l'hélicoptère n'aurait pas été là avant le milieu d'après-midi, le lendemain. Un hélicoptère, c'est 2 fois plus lent que l'avion. Pour rallier les Marquises, il aurait ainsi fallu au moins 8 heures et 2 ravitaillements, temps confirmé par le médecin responsable qui assume le choix du bateau lors de cette évacuation.
Ce n'était pas une stratégie à utiliser d'emblée parce qu'il aurait fallu qu'on attende donc à 5 heures du matin à 8 heures plus tard. Ça fait donc 13 heures. L'hélico serait arrivé à 13 heures à Wapo. Donc évidemment, ce n'était pas du tout intéressant puisqu'à cette heure-là, normalement, l'enfant devait être dans l'avion d'Evasan pour rentrer sur Tahiti. Pour aller le chercher à Wapo, effectivement, on aurait pu utiliser un hélicoptère s'il y avait eu un hélicoptère à Taiohae. Mais après, en dehors de ça, je ne vois pas où on aurait pu réduire les délais d'intervention. Parce que là, vraiment, je pense que les délais ont été optimum. Les hélicoptères, il y en avait pourtant aux Marquises jusqu'en 2008. Une compagnie privée assurait en effet de temps à autre, selon les besoins, les évacuations depuis les différentes îles vers Nukuhiva, d'où les malades partaient ensuite par avion. Aujourd'hui, la population marquisienne demande le retour d'un hélicoptère. Lorsque les gens décident, par exemple, d'aller vivre sur un atoll isolé, sans qu'il y ait de port, sans qu'il y ait d'aéroport, il est bien clair que s'il se passe quelque chose, que ce soit sur un enfant ou sur un adulte, nous n'avons pas la même capacité de réaction que si on le faisait par rapport aux îles sous le vent ou par rapport à des îles qui sont beaucoup plus structurées et plus habitées. Alors que le gouvernement confirme un projet de bateau médicalisé, les maires marquisiens militent pour le retour des hélicos auprès du pays, mais aussi de l'État. Une chose est sûre, une grande partie de la population polynésienne soutient les Marquises et espère que le décès de ce bébé permettra enfin de trouver une solution pour ces populations éloignées. Quel que soit le choix final, il ne soulagera aucunement la douleur des familles endeuillées par ce drame. Florence Kelly, cette Evasan aurait-elle pu se dérouler autrement? Alors on a beaucoup vu, beaucoup entendu au cours des dernières 24 heures sur cette Evasan. On va tenter de compléter ce qui vient déjà d'être dit et de poser les choses à plat. Wapao, Wahuka sont deux îles à part. Ce sont les deux seules îles dotées d'une piste aérienne sur laquelle le Beechcraft ne peut pas se poser. Ça, c'est à cause de la configuration de ces pistes. Dans le jargon de l'aéronautique, on appelle ça un altiport. Alors certes, la piste n'est pas en altitude, elle est en bord de mer, mais elle est, on va le voir, en légère pente. Vous voyez cette configuration très particulière et les avions ne peuvent s'y poser que d'un seul côté. C'est pour cela qu'en fait, aucun des appareils disponibles pour les Evasan ne peut y aller, que ce soit le Beechcraft, les ATR d'Air Tahiti ou bien du côté des moyens de l'État, les Guardian ou les CASA. Seul un Twin Otter ou un hélicoptère peut se poser à Wahuka. À Wapao, pardon. Justement, pourquoi ne sont-ils pas intervenus? Alors, le Twin Otter d'Air Tahiti, il existe, il assure la liaison inter-îles à partir de Hivaoa. Il lui est difficile de combiner ses missions régulières avec les missions d'Evasan urgentes qui sont par définition imprévues. Quid d'un hélicoptère à demeure aux Marquises? Il en est beaucoup question, on l'a entendu dans ces reportages. Il y avait bien une compagnie, Heli-Inter, elle a fait faillite. Une autre société pourrait prendre la relève. Il s'agit de la compagnie Tahiti Nui Hélicoptère. Les discussions sont actuellement en cours avec le maire de Nukuhiva. En attendant, eh bien, les Evasan vont se continuer par bonitier, par speedboat. Dans les îles du Sud, il existe une navette équipée pour recevoir les civières, mais elle est actuellement en carénage. C'est tout de même cela qui pourrait et devrait être amélioré. Et oui, des vies sont en jeu. En août, un homme de 79 ans est décédé. Il avait été atteint d'un AVC. Il est mort après son transfert en bonitier. Le coût humain est estimé par l'hôpital de Taiohae à 10 à 15 décès par an à cause de ce manque de moyens de transport. Alors là où ça se complique, c'est qu'il ne suffira pas d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un bateau pour résoudre le problème. Il va falloir combiner ces solutions, avoir aussi des solutions de rechange en cas de panne de ces appareils. Qui financera tout cela? C'est le pays qui a compétence en matière d'évacuation sanitaire et les Evasan urgentes représentent déjà un coût de 646 millions par an pour la Polynésie. Merci pour cet éclairage, Florence O'Kelly. Et sachez que les Evasan réalisés en Polynésie coûtent plus d'1,9 milliard de francs pacifiques à la collectivité. Et pour parler des évacuations sanitaires inter-îles, Silvana Puhetini sera l'invitée café de votre matinale radio demain matin. L'élu Tapura à l'Assemblée viendra parler de la mission d'information sur les conditions de prise en charge des patients. Et puis, plus de peur que de mal pour 5 personnes, dont une mère et son bébé, retrouvés à bord d'un Potimarara au Tuamotu. Alertés par la police municipale de Makemo, les naufragés ont été retrouvés hier soir aux alentours de 23 h, sains et saufs.
Et en ce mois d'octobre rose, Delphine Teinaouri a accepté de témoigner, je vous le disais en titre, pour donner de la force aux femmes atteintes de la maladie. On retiendra d'ailleurs les mots de cette battante. « J'ai vaincu le pire et je me sens forte pour vivre, car si elle est aujourd'hui en rémission, c'est grâce à un dépistage de routine. » Rencontre avec Caroline Fari et Patrick Sinsing. Quand j'allais en mission de chimio, je choisissais un foulard, je m'attachais. On reste coquette, malgré tout. Voilà, pour rester coquette malgré tout. Delphine a contracté un cancer du sein stade 3 il y a 1 an. Des nodules détectés au toucher par son médecin lors d'un examen de routine. Un suivi régulier qui a permis de prendre la maladie à temps. Après une chirurgie légère et plusieurs séances de chimio et de radiothérapie, elle est aujourd'hui sous traitement médicamenteux pour une période de 5 ans. Ma prochaine chimio-septine, c'est le 14 octobre. Lundi prochain. Delphine, comment tu as réagi quand on t'a appris, quand le docteur t'a dit que tu avais un cancer? Je l'ai bien pris, j'ai pas eu peur. J'ai pas du tout eu peur parce que je savais pas ce que j'étais pris à temps. Parce que je faisais tout le temps mes visites, tous les 6 mois, tous les 3 mois, j'allais voir mon gynécologue. Malgré un temps de traitement difficile pour son mari comme pour son fils de 12 ans, le soutien familial a joué un rôle essentiel pour Delphine. Il y a toujours l'après-chimio, les effets secondaires, et comme il n'y a pas d'infirmier à domicile et tout, maintenant c'est ma partie à moi. Alors. Voilà, il faut tout le temps la masser, il faut la surveiller, des fois je ne l'entends pas respirer. Mais d'après le médecin, c'est normal. Tu n'es pas tout seul justement à subir cette épreuve-là de la chimio, que tu sais que le soutien est là, leur amour. La maladie, ça change beaucoup de choses dans la vie, y compris les habitudes alimentaires. Manger bio, manger équilibré. Fromage, concombre, salade. Des fois, je peux ne pas manger le matin, j'ai juste une tasse de café. Et juste l'après-midi, je mange, et le soir, pas du tout. Ça dépend, comme mon mari a dit, c'est à la carte. Un changement radical du point de vue psychologique également. À 44 ans, Delphine a accepté sa maladie et voit la vie autrement. Accepter, et cela te permet aussi d'être plus forte par rapport à l'annonce de cette maladie et plus tard par rapport au traitement aussi. Ça a changé ta vie, cette maladie? Beaucoup, beaucoup. Ça a beaucoup changé par rapport à ma vie de famille et entre moi et puis mon mari. Un mental d'acier, des soins appropriés et un bon entourage. Une recette miracle pour Delphine, aujourd'hui en rémission. Voilà, un très beau témoignage. Anne-Haïti Perrault, cela fait un peu plus d'1 an que votre association Les Amazones existe en Polynésie. 135 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Comment faire baisser ce chiffre ? Faire baisser ce chiffre, ça passe d'abord par la prévention, c'est-à-dire que les jeunes filles dès 20-25 ans aillent tous les ans voir leur gynécologue, qu'elles s'autopalpent les seins. C'est très très important. Et à la moindre anomalie, ne pas hésiter à aller voir le médecin. Il vaut mieux faire une mammo pour rien que d'attendre et puis développer un cancer plus grave. Depuis 23 ans maintenant, Octobre Rose brise le tabou du cancer du sein. En France en tout cas, en Polynésie, qu'est-ce qui freine encore ? On est en train de le briser avec l'association Amazon Pacifique, qui est née il y a 1 an et demi. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner les femmes pendant et surtout après les traitements, pour les aider à sortir de leur isolement, à parler, à échanger, à voir qu'elles ne sont pas toutes seules, mais également à leur permettre de retrouver leur féminité, leur confiance en elles et retrouver leur place dans la société, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui s'isolaient parce que ça fait honte. Et non, ça ne fait pas honte, on reste une femme. Moi-même, je suis une Amazone et on reste une femme. On est différente. Il y a cette honte, un petit peu, cette pudeur. De moins en moins. Dans l'association aujourd'hui, on a une trentaine d'Amazones, il y a beaucoup de Polynésiennes et de moins en moins, elles ont envie de rester féminines, elles aspirent à le rester et c'est ça qui est important. Et
en restant comme ça, en sortant de son cocon, en partageant, en échangeant. Il y a une sorte de sororité qui se crée. Et là, elles sortent de leur isolement. Et là, on a une transformation. On l'a vu chez Delphine, hein, quand elle est arrivée chez les Amazones, elle ne couvrait ses cheveux courts. Et là, elle s'est transformée en quelques mois. Et elles sont plus fortes. Ensemble, on est toujours plus fortes. Et ça, c'est le cas de toutes les patientes qui arrivent chez vous, ou il y en a certaines encore qui sont un petit peu réticentes ou qui ne sont pas suffisamment accompagnées par leur famille? Il y a des femmes plus timides, il y a des femmes plus réservées, plus pudiques. Alors nous, on ne leur demande pas de ne pas l'être. On veut juste éviter qu'elles s'isolent, familialement parlant, socialement parlant. Un cancer, ça touche une femme, une mère, une tante, une sœur. Enfin, tout le monde connaît. Une femme sur 8, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas et ça va augmenter. Il y a de plus en plus de jeunes femmes de moins de 30 ans qui déclarent des cancers. Donc c'est important. Après, au début, on ne les force pas. Et nous, on se réunit une fois par mois au Farapoté de la direction de la santé. On ne les force pas, mais au fur et à mesure, elles voient qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'elles ont d'autres femmes à peu près de leur âge qui parlent. Et là, toi aussi, tu as vécu ça. Et du coup, ça y est, elles sortent de leur cocon. Et après, derrière, nous, on leur propose des ateliers beauté, yoga, sophrologie, poterie. Enfin, on va leur proposer beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Haïti, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des Amazones. Merci. Autre action tout aussi remarquable, celle réalisée par la Fraternité chrétienne. Depuis 40 ans, l'association composée de 4 centres situés à Ponauia et à Papeete œuvre en faveur des handicapés. Un anniversaire qu'ils ont fièrement fêté à Papeete. Membres de l'association, pensionnaires, mais aussi les parents sont sortis en grand apparat pour célébrer l'événement. Écoutez Pauline Moua au micro du Berlia. Le personnel, les enfants, les parents, tout le monde s'est mis pour marquer ce grand moment. Il y a 4 fraternités. Il y a 4 centres. Il y a 4 centres. Il y a 2 à Ponavia et 2 à la mission. Demain soir, il y aura la diffusion d'un film préparé pour les 40 ans avec l'historique et compagnie. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'on va aussi diffuser. On a créé l'hymne de la fraternité chrétienne. La fraternité chrétienne qui compte organiser d'autres activités jusqu'à la fin de l'année. Elle n'a pas encore été remportée. La cagnotte de 22,6 milliards est toujours en jeu. Le tirage de l'euro-million aura lieu demain. En Polynésie, en tout cas, de nombreux joueurs continuent de tenter le jackpot. Aujourd'hui encore, les habitués sont allés remplir leur grille en espérant toujours que la chance leur sourira. Écoutez plutôt les réactions recueillies par Sandroli. J'espère que ça sera en Polynésie. D'abord, que le meilleur gagne ici. Il y a beaucoup de clients pour ce tirage de demain? Oui, ce matin et puis à partir de midi. À partir de midi, on aura du monde là. Voilà, c'est à tout bout de champ. On fait ça coupe et ça revient, ça coupe et ça revient à chaque fois. Voilà. Voilà, on termine ce journal sur la belle histoire de Hianao, d'abord une fille, mais aussi une chanson née de l'amour entre Gabilou et son épouse Moyata, une chanson qui a bercé les générations des années 90. Devenue une femme, aujourd'hui, Hianao partage sa passion pour le Horitehiti, tout comme sa mère. C'est notre portrait signé Stéphane Ratino. Il y a une complicité dont la filiation n'est pas la seule raison. Il y a autre chose, un passage de témoin artistique entre la maman et sa fille. Yanao, 30 ans, s'est saisie de cette vocation, non comme une contrainte héritée, mais au nom d'une lignée où la liberté rejoint la créativité dans les arts. C'est pas un quotidien comme si j'allais au travail tous les matins et je rentrais le soir. C'est vraiment beaucoup de patience, beaucoup d'attention que tu dois donner à tes élèves et surtout l'amour de la danse. Enfant de la balle, l'expression est peut-être un peu datée, mais elle décrit l'éveil au monde d'une fillette dont les voyages et la scène ont rythmé, avec des tables de multiplication, l'envol vers l'adolescence. L'Olympia Paris, Auckland Cook, des noms, une carte du temps où la vie murmure les paroles d'une chanson et où l'on danse naturellement les rythmes du pays. Quand j'étais petite, j'aimais déjà la scène. Pour moi, c'était... Contrairement peut-être à mes frères et sœurs, c'était plus un plaisir en fait. On a beaucoup voyagé en Nouvelle-Calédonie, la France comme je disais. On a fait aussi les îles Cook. Leur accueil,
le partage qu'on a eu avec eux, c'était exceptionnel. La famille, le repère là où l'on tisse du commun dans l'amour filial. Pareil à un jardin où ce que l'on sème promet de jolis printemps. À Faha, les valeurs humaines ont poussé et unissent encore les mains de toute la famille. Le guide pour Yanaou. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. On a grandi dans ce jardin. On a grandi dans cette maison. Aujourd'hui, on est encore à côté de mes parents, mais je vais construire ma vie. Ça va être un peu difficile de se détacher parce que ça va faire 30 ans qu'on habite ici et 30 ans qu'on a tissé un lien avec cette terre. Et ça, c'est grâce à mes parents. La vie d'artiste, une école d'exigence, de travail et de partage. Yanaou suit son chemin avec sa douceur d'être et la fidélité d'un héritage. À Faha, l'espoir est vif que de génération en génération vibre encore et toujours la fibre artistique. J'ai une petite fille, Ahia, qui est la fille de Yanaou, qui aime aussi la danse, qui vit vraiment de la danse. C'est une passion maintenant pour elle. Qu'elle puisse transmettre aussi. Je suis là pour transmettre à Maman Otoa, mais le jour, qui sait demain, peut-être demain elle ne me sourira pas, elle sera là pour au moins continuer ce geste. La 4e génération, voilà. Vivre, rire, danser, Yanaou offre sa joie de personnalité à Faha, une signature vraiment de famille. Voilà, on referme cette édition sur l'info principale. 600 personnes et beaucoup d'émotions lors de la marche blanche organisée cet après-midi à l'occasion de l'arrivée de la dépouille mortelle du petit Rouané au quai de Hakahao. Le cortège composé de la famille, des amis et de la population a accompagné Rouané jusqu'au domicile de son grand-père, Édouard Bruno. Il sera inhumé donc demain à 15h. Un drame qui démontre une fois de plus le manque cruel de soins dans les îles isolées de la Polynésie française. Et c'est aussi sur cette information que les quotidiens font leur une. La dépêche titre l'émotion et des questions. Tahiti Info, larmes et colère à Ouapou. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natoua et Ibrahim Abenazi. À suivre Patitifa, consacré à l'emblème du Fénois, la Tiaretriti, suivi de Ahaman Aona, Tatoumoa, à Taputapuatea. On se quitte sur l'expo d'Octobre Rose avec une 40aine d'œuvres. L'argent récolté ira à l'association Les Amazones, à découvrir à la salle Muriavai du 7 au 12 octobre prochain. Des images de Patrick Tsintsing. Belle nuit sur la première, je vous retrouve demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.